Allez, bah écoutez, je vous propose de débuter ce webinaire. Donc, merci beaucoup d'être présents et aussi nombreux. Donc, aujourd'hui, webinaire de l'ARB qui porte sur la question des données du patrimoine naturel en Occitanie. Donc, à la fois pour savoir finalement quels outils et comment vous pouvez accéder à quelles données. Et aussi, donc ça sera plutôt sur la première partie de présentation. Et dans un second temps, on vous présentera deux outils qui permettent du coup de traiter cette information et la rendre intelligible pour vous pour diverses pratiques. Donc du coup, on va avoir un petit mot d'introduction. Donc là, on est déjà dans l'introduction. Un passage sur l'accès aux données du SINP. Donc là, c'est Elodie Hamdi du Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées qui nous en parlera. Accéder aux données des SNIEF, donc là c'est Laurent Poncharo du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie qui prendra la parole. Et enfin, accéder aux données de l'INPG, et là c'est Bernard Monod du BRGM qui nous présentera ces éléments. Ensuite, on fera une petite pause de 15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, comme vous l'avez vu, vos micros, caméras sont éteints puisqu'on vu qu'on est assez nombreux. Pour des raisons pratiques, on ne pouvait pas vous faire intervenir là par oral. Donc, n'hésitez pas à poser tout au long du webinaire vos questions dans le chat et du coup, moi, je poserai vos questions aux différents intervenants. Et donc en deuxième partie, donc il y a Violaine Mélier de l'ARB Occitanie qui nous présentera l'accès aux données et indicateurs de l'Observatoire régional de la biodiversité. Et enfin, on terminera avec Johanna Bonnefoy de la région Occitanie qui nous présentera l'outil Bioccitanie et vous pourrez ensuite poser vos questions et on clôturera ce webinaire. Donc, sans plus tarder, généralement, on commence les webinaires avec ce qu'on appelle le chiffre du mois. Donc, ça fait pas forcément tous les mois, il n'y a pas des webinaires de l'ARB, mais en tout cas, on souhaitait mettre en avant un chiffre qui est présenté dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité que vous présentera Violaine tout à l'heure. Donc, ce chiffre, c'est 12 119. Donc, c'est le nombre d'obstacles à l'écoulement en Occitanie en 2023. Donc, on parle bien évidemment des cours d'eau. Et ces obstacles ont des incidences à la fois sur la faune aquatique, mais aussi sur le transport de sédiments et autres. Donc encore beaucoup à faire sur ce sujet et ce qui donne en termes de données un obstacle à l'écoulement tous les 1,9 km de cours d'eau. Donc c'est assez important en Occitanie. Donc on espère que au fur et à mesure des années, ce chiffre va diminuer et qu'il y ait une transparence des ouvrages qui va s'améliorer dans le temps. Voilà, c'était tout simplement pour mettre le focus sur ce type d'indicateur que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'ARB. Euh, voilà pour l'introduction. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Elodie pour qu'elle puisse nous présenter les données du SINP. Et je te laisse en même temps de présenter aussi, Elodie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Elodie Hamdi du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et je vais vous faire cette présentation de l'accès aux données du SINP au titre des co-administrateurs du SINP Occitanie, que sont l'ADREA, le CBN méditerranéen, le CBN PMP et le CEN Occitanie. Tout d'abord, donc, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le SINP et ensuite comment accéder aux données du SINP. Le SINP, c'est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Il est constitué d'un réseau d'acteurs qui mettent en partage l'info naturaliste qu'ils détiennent dans une base de données commune. Donc là, dans le schéma que vous avez sous les yeux, vous avez donc au premier niveau le niveau régional et ensuite au deuxième niveau le niveau national et le niveau international ensuite. Donc au niveau régional, en fait, le SINP Occitanie est alimenté par les fournisseurs de données régionaux et infrarégionaux et l'utilisation des données se fait via l'atlas et les formulaires d'extraction de données que je vous détaillerai par la suite. Au niveau national, donc c'est l'INPN qui est la plateforme nationale. Donc le SINP Occitanie envoie les données à la plateforme nationale et la plateforme nationale, de son côté, reçoit les données des fournisseurs de données suprarégionaux qui seront ensuite transmis également à la plateforme régionale. Et les données sont accessibles, les données de la plateforme nationale sont accessibles via l'interface OpenOps, dont vous avez l'URL sous les yeux. Et enfin, au niveau international, donc il y a le GBIF qui fournit également les données donc à l'INPN. Et ce sont les données des fournisseurs de données internationaux qui alimentent le GBIF.
Ensuite, je vais vous présenter très rapidement la gouvernance régionale du SINP Occitanie. Donc, le socle du SINP Occitanie, c'est bien entendu les contributeurs, les producteurs de données et les usagers. Ces contributeurs de données vont envoyer donc leurs données aux différents pôles thématiques qui constituent le SINP Occitanie. Donc, il y a 7 pôles thématiques: le pôle invertébré, amphibiens reptiles, oiseaux, mammifères, flore, faune, habitat naturel, poissons et écrevisses d'eau douce, et le pôle géologie. Ces différents pôles vont donc capitaliser les données, les valider et les transmettre ensuite aux co-administrateurs du SINP Occitanie, qui vont les mettre à disposition donc dans la plateforme régionale. Donc, dans cette plateforme régionale, actuellement, on a un peu plus de 11 millions de données d'espèces et quelques dizaines de milliers de données habitat qui seront bientôt également mises à disposition. Donc, 2 moyens d'accéder aux données dans le du SINP Occitanie. Vous avez tout d'abord l'atlas régional du SINP, dont l'adresse, l'URL, la figure sous vos yeux et qu'on détaillera un peu plus par la suite, qui vous permet d'accéder librement aux données sous différentes formes. Donc, vous avez des cartes de répartition à la maille de 5 km. Vous avez également accès aux données précisément localisées, sauf pour les données sensibles qui sont floutées. Et vous avez également accès à des listes d'espèces par commune. Vous avez le deuxième moyen que je détaillerai ensuite également, ce sont les formulaires de demande d'extraction de données qui vous permettent en fait de demander des données précises, y compris les données sensibles, qui sont mises à disposition après validation de la demande. J'y reviendrai. Donc, et à noter également que les données précises sont librement accessibles, bien sûr, aux agents de l'État, également les données sensibles via des outils internes qui sont mis à disposition des DREAL, des DT et OFB. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'Atlas. Donc ici, vous avez sous les yeux en fait la page d'accueil de l'Atlas, qui est un outil qui est issu de GeoNature Atlas. Donc GeoNature Atlas qui est branché sur notre plateforme régionale. Vous avez accès à cet outil sur la petite barre de menu qui se trouve à gauche directement au formulaire d'extraction de données et également une page qui va vous informer sur comment contribuer au SINP Occitanie. Et puis tout en haut à droite, vous avez 2 entrées principales de recherche, une entrée par espèce, une entrée par commune. Et sur cette page d'accueil, vous avez quelques chiffres de synthèse. Donc ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de recherche par espèce et par commune. Donc tout d'abord, la recherche par commune. Vous avez ici l'exemple d'une page qui concerne la commune de Ax-les-Thermes. Donc sur la carte, vous avez les 100 dernières observations sur la commune d'Ax-les-Thermes. En vert, en fait, vous voyez les données précises. Et la donnée qui se trouve en rouge, c'est une donnée sensible qui est floutée, donc ici qui apparaît au centre de la commune. Et sur votre gauche, vous avez la liste des espèces. Vous avez la possibilité de filtrer sur ces espèces et également d'accéder aux fiches espèces. Donc la fiche espèce est également accessible via une recherche donc ciblée sur l'espèce, qui est sur la diapo voilà, suivante. Donc c'est le deuxième champ qui se trouve en haut à droite qui vous permet de faire cette recherche. Et ici, vous avez l'exemple de la renoncule des Pyrénées. Donc, sur une fiche espèce, vous avez quelques photos qui sont issues soit de la base de photos de la région ou ici de l'INPN, quelques informations sur la taxinomie. Le principal intérêt, donc, c'est d'avoir la carte de répartition des données de l'espèce. Vous avez accès ici aux données précises, elles sont vertes puisque c'est une espèce qui n'est pas sensible. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de zoomer sur la carte, d'aller voir précisément la donnée et en cliquant sur le point, de connaître quel est l'observateur, la date d'observation. Vous avez sinon quelques chiffres synthétiques sur le nombre d'observations du taxon, la date de première, dernière observation, et puis des petits diagrammes qui vous donnent le nombre d'observations par classe d'altitude ou par mois. Je vais passer ensuite au formulaire de demande d'extraction de données. Donc, ces formulaires d'extraction vous permettent d'avoir en téléchargement les données qui sont dans le SINP, également les données sensibles à leur précision maximale. Donc, vous avez l'URL de ce formulaire en ligne. Pour ce faire, c'est assez simple. On vous demande uniquement de mettre vos coordonnées dans ce formulaire, le motif de la demande,
le ou les groupes taxinomiques qui sont concernés par votre demande ou bien une liste de taxons ou un seul taxon. Et vous pouvez également, enfin, vous devez également préciser l'emprise de la demande, soit une liste de communes, une liste de départements, ou bien vous pouvez aussi télécharger un fichier SIG. Aussi préciser, on peut préciser qu'en fait, vous pouvez vous créer un compte. Donc pour ça, il faut envoyer un mail pour l'instant à contact@sinpoccitanie.fr qui vous permet d'avoir un espace dédié et d'avoir en fait accès à tout l'historique de vos demandes de données dans le SINP Occitanie. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, les délais de mise à disposition des données sont les suivants. Donc, après validation de la demande par les co-administrateurs, dans un délai de 6 jours, vous avez accès en téléchargement aux données non sensibles et aux données sensibles floutées. Et ensuite, dans un délai maximal de 21 jours, mais possiblement avant si tous les pôles ont donné un avis positif à la fourniture des données sensibles, vous avez également accès aux données sensibles non floutées. La réutilisation de ces données précises implique de mentionner la source de la donnée. Donc, il faut préciser SINP de l'Occitanie, si possible, l'ensemble des producteurs de données, des observateurs quand il n'y en a pas trop, et la date d'accès aux données. Et il vous est demandé également de ne pas rediffuser les données sensibles précises et donc de respecter le floutage qui leur est appliqué et que donc vous avez accès au référentiel des données sensibles via l'URL qui vous est indiqué également sur la diapo et qui vous précise en fait pour tel taxon, est-ce qu'il faut diffuser la donnée au maximum à la maille de 10 km, 5 km au département, etc. Et enfin, quand vous téléchargez les données, vous avez l'obligation d'accepter la licence fermée qui vous empêche de rediffuser les données quand ils vous ont été envoyées. Et enfin, pour conclure, quelques mots sur comment verser ces données, mais cela fera l'objet d'un webinaire sur le sujet en janvier prochain. Donc, 3 étapes pour contribuer au SINP. Tout d'abord, bien sûr, saisir ces données, soit dans ses propres outils ou via des interfaces de saisie qui sont mises à disposition par certains pôles thématiques. Décrire ces métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées? Ce sont des informations qui décrivent un ensemble de données ayant des caractéristiques communes. Donc, par exemple, le contexte d'acquisition de la donnée, le nom du producteur, le nom du ou des financeurs, quel protocole a été utilisé, etc. Et enfin, donc, fournir ces données, ces métadonnées au SINP, soit via un formulaire de dépôt qui est en ligne dont vous avez le lien dans le PowerPoint et également là sur la page Atlas contribué du SIN, de l'Atlas, soit en fournissant un flux de données vers les pôles. Donc, dans le formulaire de dépôt, c'est très simple, il suffit d'indiquer vos coordonnées, de télécharger vos fichiers suivant un format de données qui est également précisé sur la page contribuée. Et ensuite, les données sont traitées par les différents pôles et intégrées dans la plateforme régionale. Et pour plus d'informations sur le SINP, on vous indique également ici la page internet de l'Adréal qui vous donnera encore plus d'informations. Voilà, merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup, Elodie, là, pour cette présentation très claire et synthétique du SINP. Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Là, j'ai vu qu'il y en avait déjà. Donc, ce qu'on va faire, les intervenants vont prendre la parole les uns après les autres. Et ensuite, on aura un temps de questions pour leur relayer. Je vais tout de suite passer la parole à Laurent Poncharo, qui va nous présenter les données SNIEF. Alors, je précise, Laurent est en déplacement, donc il se peut que sur la connexion, on ait des petits bugs. Donc, on va essayer que ce soit le plus fluide possible. Mais vas-y, Laurent. Alors, ton micro n'est pas activé. Alors, attends. Hop là. Vas-y, normalement, ça devrait être bon. Pardon, excusez-nous, ces soucis techniques. Est-ce que tu peux activer ton micro? Toujours pas. Euh, non. Alors, attends. Hop. Ah, pardon, je me suis trompé de personne. Autant pour moi. C'est Normalement, ça bon, devrait être bon. vous m'entendez? Désolé. Oui, c'est bon. Ok, donc je vais essayer d'être aussi synthétique qu'Elodie et je vais vous parler donc du programme
ZNIEF en Occitanie, donc les zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Suivante. Donc c'est un programme en fait socle hein, au niveau national, au niveau français hein, de connaissances qui est né dans les années 80 et qui est vraiment un programme purement franco-français d'inventaire en fait du patrimoine naturel et qui vise à identifier des zonages d'inventaire où on va identifier justement des intérêts écologiques, faunistiques et floristiques. Donc vous avez la carto nationale ici. On distingue les SNIEF terre et les SNIEF mer. Donc on a des SNIEF de type 1 et des SNIEF de type 2. C'est vraiment un socle de connaissances parce que c'est le premier outil de portée à connaissance utilisé en tout cas sur la biodiversité au niveau des territoires, beaucoup d'élus ou de bureaux d'études ou de différents types euh, types de documents. Euh, Vulgariser un petit peu les intérêts qu'il peut y avoir sur certains sites et qui sont parfois assez scientifiques. Ça permet de des bases intellectuelles sur certains bordereaux. C'est aussi des documents Alors, qui portent les décisions concernant la planification du territoire. alors excuse-moi Laurent, je vais Suivant. peut-être te demander de couper ta caméra parce qu'on a quand même de temps en temps des légères coupures. Donc ce sera peut-être un peu plus fluide. Désolé, hein. Ça marche. Ok, pas de souci. Bon, là, c'est une présentation voilà, avec des plein de flèches et plein de carrés. Ce schéma, c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, c'est une démarche qui est nationale, mais avec une organisation aussi qui est régionale. En ZNIEF, donc ce qui est assez conséquent, hein, réparti entre ZNIEF de type 1 et de type 2. Le système de remontée en fait de ces SNIEF on a euh, compilé en fait actuellement en Occitanie les SNIEF Midi-Pyrénées et les SNIEF Languedoc-Roussillon qui ont été faites dans les années 2000, révisées dans les années 2000, et que on est dans une phase plus maintenant d'inventaire en continu, qu'on passe notamment à la validation régionale du CSRPN, donc le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et donc qui est animé par un secrétariat scientifique qui est composé de conservateurs botaniques et du CEN Occitanie. Et donc, on a tout un tas de personnes qui vont pouvoir ben, mettre à jour en fait ces documents sur la base des données, notamment des données du SINP, comme vient de vous le présenter Elodie, pour amener à la révision de ces travaux et les diffuser au niveau national sur les portails que vous connaissez tous, notamment l'INPN, où vous avez l'ensemble des bordereaux. Suivante. Donc, les bordereaux, c'est quoi? Le bordereau SNIEF, c'est quoi? Donc, c'est là où vous allez trouver en fait toutes les informations qui sont liées à un zonage, donc le zonage que vous avez sur la gauche là. Et donc, si vous allez sur le portail de l'INPN, que vous tapez le nom d'une SNIEF ou un bout de nom de SNIEF, vous allez tomber sur une liste de SNIEF où vous aurez un ensemble d'informations donc qui vont être sur cette page Internet, donc avec une cartographie, une fiche d'identité, etc. Vous avez la possibilité de générer, à partir de ces pages-là, un document PDF que vous pouvez télécharger. Et ce document PDF, c'est le document qui a été validé par les différentes instances, donc régionales, le CSRPN, mais aussi au niveau national par le muséum. Et donc, dans ce document se trouve tout un tas d'informations. Donc, ce sont des listes d'espèces notamment, donc des listes d'espèces en latin, donc pas forcément très intelligibles pour tout le monde. Et puis, un commentaire général. Donc, ça, ce commentaire général, c'est vraiment l'élément central du document, qui est le plus lu de ces documents-là, mais aussi des listes d'enjeux et d'autres informations. Suivante. Donc, si on détaille un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ces bordereaux que vous pouvez télécharger sur Internet, hein, notamment, il y a ce fameux commentaire général hein, qui a été rédigé par des naturalistes hein, principalement, souvent des associations de naturalistes sur différentes spécialités, et qui vont décrire justement l'avenir, et donc qui vont donner ben, la localisation, le territoire, dans quel contexte climatique, géologique se situe, et différents enjeux. Donc, on décrit pas mal les enjeux des groupes taxonomiques généralement sur ces groupes. Là, j'ai extrait quelques exemples, hein, mais
En gros, on explique un petit peu les milieux, les types d'affinités que les espèces peuvent avoir, et puis les enjeux entre la flore ici et les odonates, donc les libellules. Suivante. Donc, tous ces documents-là, comme je vous le disais, ont été, euh, ont été réalisés donc, dans les années 2000 hein, en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, mais actuellement révisés sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a mis en place un système d'actualisation de ces SNIEF qui se base essentiellement sur les données du SINP, hein, que vous a présenté encore une fois Elodie tout à l'heure, et qui sont repris pour actualiser les données à l'intérieur de ces bordereaux, donc les listes d'espèces, mais également mais l'ensemble des commentaires généraux avec les enjeux qui peuvent être nouveaux, en tout cas plus connus aujourd'hui que dans les années 2000, et puis éventuellement viser des périmètres. Donc actuellement, on est à peu près à 10% des INF du territoire qui sont révisés, hein. Donc là, on a mis en place un portail, un atlas, un portail cartographique dynamique où on peut consulter en fait les INF justement donc dans leur version ancienne et leur version révisée. Donc, on a mis à jour notamment les listes d'espèces déterminantes pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les listes d'espèces qui vont permettre de justifier les OGF. Mais on met également à jour ben, les inventaires qui sont à l'intérieur de ces bordereaux, de ces fiches descriptives en fait, mais également des périmètres et tout ça est soumis à la validation du CSRPN encore une fois. Suivante. Donc, pour vous décrire un petit peu ce que vous trouverez sur ce portail, notamment pour contribuer, hein, vous allez avoir un certain nombre d'informations, notamment les SNIEF qui sont ben, révisées, celles que vous allez avoir en vert. Donc, c'est celles qui ont fait l'objet de révisions. Et donc, vous avez notamment les groupes taxonomiques sur lesquels on a fait des révisions et qui sont d'ores et déjà actualisés. Et donc, le nom de la SNIEF, etc., avec le lien vers le bordereau de l'INPN. Vous avez les statuts également. Alors, la diapositive précédente, les statuts jaunes, donc c'est les SNIEF en attente de révision. Donc ça, ce sont des SNIEF qui, a priori, ont des données suffisantes pour une mise à jour, donc des données suffisantes dans le SINP pour pouvoir réviser le bordereau. Donc ça, ce sont des SNIEF que l'on peut mettre à jour d'ores et déjà. Suivante. Et donc là où vous serez peut-être intéressé également, c'est sur les SNIEF où nous avons des besoins de prospection. Donc des besoins de prospection puisqu'il y a des listes d'espèces, comme je vous l'ai disais, qui ont été mises à jour. Et donc, il y a pu y avoir des espèces qui ont disparu, des espèces qui sont disparues des listes d'espèces déterminantes. Et donc, ben, des justificatifs qui sont plus présents sur les années suivantes. Donc, on a besoin de faire un certain nombre de prospections complémentaires sur certaines INF, sur certains groupes taxonomiques. Donc, ce portail-là vous permet en fait de visualiser les groupes taxonomiques sur lesquels on aurait des besoins d'inventaire supplémentaires. Donc, vous avez le lien vers le contact du SST, donc ce sont les deux CBN et le CEN, hein, pour vous répondre justement sur ben, les prospections que vous pourriez faire, en tout cas celles que vous pourriez faire, ou en tout cas informer que vous pourriez faire comme et à ce programme suivant. Et donc, dans ce portail, vous aurez également donc, les SNIEF, la SNIEF avec des prospections nécessaires, on a des SNIEF avec des prospections urgentes où on a ben, des espèces des données qui ne sont plus présentes, hein. Alors, soit qui ne sont plus présentes, soit qui ne figurent plus dans les listes d'espèces déterminantes, où là, des prospections doivent être absolument être faites pour pouvoir renouveler la SNIEF. Voilà. Donc, je vous laisse en tout cas le contact vers le lien mail des personnes hein, qui s'occupent de ce programme-là, ce qu'on appelle le secrétariat scientifique et technique, mais également le lien vers le portail de la DREA, l'Occitanie, où il y a toutes les informations hein, sur le programme SNIEF et notamment cet inventaire en continu des zones nature d'intérêt écologique. Merci à tous pour votre attention. Merci Laurent pour ta présentation. On prendra les questions juste après l'intervention de Bernard. Du coup, à qui je vais laisser la parole et se présenter pour nous présenter les données de l'INPG. Alors, ouais, est-ce que ça fonctionne? Oui, Oui, c'est bon. merci Pierre. Je te laisse la parole.
Merci. Donc Bernard Monod, je suis géologue au BRGM Occitanie à Toulouse. Et je vais vous présenter l'accès aux données de l'INPG, l'Inventaire national du patrimoine géologique. Alors vous allez voir que ça a été vraiment construit comme le pendant des SNIEF, et c'est pour ça qu'on a mis cette présentation après celle du SNIEF, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes euh, entre les deux. Donc à commencer par cette diapositive où vous retrouvez plein de flèches dans tous les sens. Donc en région, le patrimoine national géologique est piloté par l'ADREAL pour le compte du ministère. Et l'ADREAL s'appuie pour le secrétariat scientifique et technique, pardon, s'appuie sur le BRGM. Donc l'ADREAL va commander la commission régionale du patrimoine géologique, la CRPG, qui est composée en Occitanie de 24 membres avec 2 coprésidents. Donc cette CRPG, elle va avoir pour rôle de proposer des nouveaux sites de l'inventaire et de valider ces sites, ainsi que ceux qui sont mis à jour. Alors, de la même façon que pour les SNIEF, le patrimoine géologique a été réalisé une première fois et ça s'est fini dans les années, fin des années 2010, là, 2020, peut-être en Occitanie. Et il se poursuit aujourd'hui de façon dans un inventaire continu, ce qui fait que la CRPG doit valider des nouveaux sites et proposer des modifications sur des sites déjà existants. Donc, une fois la validation de la CRPG effectuée, l'ADREAL va amener ça à la validation du CSRPN, le même que pour les SNIEP. Et une fois la validation du CSRPN obtenue, les données sont envoyées pour validation nationale auprès de la commission du muséum. C'est le carré gris en haut à gauche. Une fois la validation nationale effectuée, les données sont diffusées. Alors, de façon au niveau national, soit via le site du muséum et du géoportail, je vais y revenir juste après, soit au niveau régional, à partir de notamment la plateforme Picto Occitanie. À partir de cette diffusion, les utilisateurs peuvent donc prendre connaissance de ces données et également les utiliser. Et effectivement, le classement au terme du patrimoine est la première étape pour la prise en compte de protection des enjeux avec les arrêtés de protection du patrimoine géologique, notamment. On peut passer à la suivante. Donc, comment accéder aux données? Alors, il y a les espaces cartographiques. Donc, vous avez un espace cartographique sur le site du muséum, c'est ce que vous avez à gauche, et vous avez avec l'adresse d'ailleurs pour y accéder. Et vous avez aussi la possibilité de trouver ces informations sur le site du géoportail. Les espaces cartographiques permettent d'avoir accès aux aires, à l'emprise du territoire qui est concerné par le classement du site. Alors, vous avez également, si on passe à la diapositive suivante, la possibilité d'accéder via des listes déroulantes. Là, c'est directement à partir du site de l'INPN. Vous avez mis l'adresse et vous allez donc retrouver, pouvoir faire une recherche en fonction de différents items, que ce soit la région ou le code, ou le département, ou le code du site. Donc, si on va sur la diapositive suivante, je vous montre un exemple de fiche de l'inventaire du patrimoine géologique. Donc là, on a pris l'exemple de la fiche MPY 1471, le massif de péridotites alpines de l'étang de l'Hers au port. Alors, le nom MPY, il vient de ce que l'inventaire, quand il a été initié, il y avait encore 2 régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Maintenant, les nouveaux sites créés ont le numéro OC au début du numéro. Et donc, vous avez sur la partie de droite de l'écran la description géologique, on va dire technique, et sur la partie, dans le volet à gauche, vous avez tous les items sur lesquels vous pourrez cliquer, pardon, pour afficher les différents menus. Donc ce menu-là, c'est vraiment la description géologique, on va dire la justification scientifique du classement au titre du patrimoine géologique du site. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, phénomène géologique principal, c'est métamorphisme général.
et la description va être très complète, vraiment, on va dire, à destination de personnes qui connaissent la géologie, en tout cas qui n'ont pas peur de son jargon. Mais c'est pas l'unique intérêt qui est fléché. Si on va à la diapositive suivante, merci. Donc vous voyez qu'il y a donc l'intérêt géologique principal, pardon, avec sa justification, et après vous avez toute une suite d'intérêts géologiques secondaires, et on va dire que ça c'est des informations géologiques élargies. Ça va plus traiter uniquement de métamorphisme, mais ça va traiter de géochronologie, par exemple, géomorphologie, hydrogéologie, sédimentologie, et ainsi de suite. Et ça, c'est autant de sujets en géologie, on va dire, qui peuvent également intéresser euh, le patrimoine naturel à différents titres. Et si on va sur la diapositive suivante, par exemple, donc là, c'est les intérêts qui sont annexes. Et dans les intérêts annexes, il y a sur ce site un intérêt concernant la flore, puisqu'il y a des zones tourbeuses avec une végétation paludicole. Alors, on ne le voit pas sur cette page, là, je suis désolé, mais on voit d'autres intérêts. Donc, il y a les intérêts pédagogiques, que ça soit pour des étudiants, des élèves ou le grand public, parce que c'est un site qui est quand même vraiment emblématique. Il y a des intérêts également touristiques et économiques. Voilà, c'est un site pastoral, par exemple. Et il y a des intérêts pour l'histoire de la géologie, en l'occurrence, parce que le site est tout à fait emblématique. Ensuite, vous avez, donc, pardon, juste avant, c'est voilà, l'évaluation de l'intérêt patrimonial, avec la rareté, là, ici, qui est internationale. Je peux passer à la suivante. Merci. Et ensuite, qui peut intéresser les personnes qui travaillent avec la faune et la flore, c'est les statuts. Donc, sont référencés les libellés les différents statuts, les classements des différents sites. Donc ici, vous avez parcs naturels régionaux et les zones SCIC, ZSC et ZNIF. Également, en dessous, vous allez trouver les besoins de protection et la description des éventuelles menaces. On peut passer à la suivante. Donc, comment contribuer à l'inventaire? Alors ça, je dirais que c'est un peu contrairement aux SNIEF. Il faut contacter la CRPG, soit en contactant directement un membre, soit en contactant le secrétariat scientifique, c'est-à-dire moi-même, ou l'ADREAL, qui s'occupe du pilotage, afin que la CRPG propose ce site et le rentre dans la méthodologie de classement des sites. Je vous remets également l'accès aux données sur les trois liens suivants, là, les deux liens vers les espaces cartographiques et ensuite le lien vers la liste déroulante sur le site du muséum. Je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci Bernard et puis merci beaucoup à tous les trois. Du coup, on va passer par le temps des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux questions ou trois dans le chat. Du coup, bah, je vais vous les poser, même si j'ai vu qu'Elodie, enfin, pour certaines, il y avait déjà eu des réponses. Et du coup, n'hésitez pas, là, si vous avez d'autres questions à poser, à nous les mettre dans le chat. Euh, alors, du coup, sur la première question, ah oui, alors une des questions, c'est, alors je pense que c'était par rapport notamment au SINP, donc savoir s'il y avait des connexions entre les initiatives qui sont menées, et les SNIEF peut-être aussi, c'est plus sur les SNIEF, entre les SNIEF, les initiatives de sciences participatives. Comment, comme par exemple, la personne cite le site Open, savoir comment ces données de sciences participatives sont remontées ou non. Peut-être Elodie ou Oui, alors j'ai répondu dans le chat que les données sciences participatives remontaient également dans le SINP si elles étaient fournies soit au niveau régional, soit au niveau national à l'INPN, voire même au niveau du GBIF. Et ensuite, comme c'était peut-être pendant l'intervention SNIEF, comme les SNIEF, l'inventaire est alimenté par les données du SINP, ben, ces données d'inventaire participatif, si elles ont été validées, vont venir aussi alimenter, bien sûr, les SNIEF et le contenu des SNIEF. ok. Merci pour cette précision. Il y avait une question, mais qui était plus peut-être destinée au service de l'État. C'était comment accéder à Cartonat. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Si vous ne l'avez pas, il y a le contact de Bastien Audebourg qui a été transmis.
mais du coup, on va laisser comme ça. Très bien. Et après, je sais plus s'il y avait une autre question. Ah oui, alors sur l'appareil, tu avais donné une réponse, Elodie, mais si tu peux peut-être le faire Oui, par je oral. peux. Mm. Par rapport à ce que signifie dégradé sensible et dégradé producteur sur la carte de l'espèce du SINP Occitanie. Oui, sur l'atlas, on voit effectivement deux couleurs, deux dégradations différentes. Donc les données sensibles, on en a parlé, bah, c'est les données qui figurent, les espèces qui figurent dans le référentiel de sensibilité du SINP et qui sont floutées à différents niveaux. Ça peut être la maille de 5 km, de 10 km, voire le département. Et puis les données floutées producteurs, enfin, ce sont les données uniquement d'origine privée pour lesquels le producteur a demandé à ce que la donnée soit floutée. C'est la seule exception. Sinon, toutes les données publiques sont de toute façon délivrées précisément, mais la seule exception, c'est pour les données d'origine privée avec mention spéciale de floutage de la part du producteur. Ok, merci. Juste en termes de données sensibles, est-ce que tu aurais des exemples pour que ça parle à tout le monde de qu'est-ce qu'on entend par données sensibles ou des espèces particulières et finalement pourquoi elles sont enregistrées en tant que sensibles, ces données? Alors, en données sensibles, en espèces, je n'en ai pas forcément en Pardon, tête. je voulais pas te poser une colle. Mais en fait, c'est les données qui, si on diffusait précisément leur localisation, pourraient porter atteinte à l'espèce, D'accord. et soit parce elles seraient prélevées ou cueillies ou volontairement détruites. Après, on a une liste de quelques espèces au niveau de la flore. Je crois qu'il y en a moins de 50. Et puis, D'accord. alors voilà, Laurent a donné un exemple, c'est Oui, l'écrevisse à pattes blanches, par exemple. c'est Laurent. Voilà. D'accord, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. J'avais moi une autre question, alors j'espère que tu auras la réponse, mais par rapport au SINP, c'est sur la mise à jour des données. Comment, en termes de rythme, ces données sont mises à jour? Est-ce que c'est fait en continu? C'est fait par morceaux? Comment ça se passe en termes de... Alors, c'est fait en continu par alors les pôles intègrent en continu les données qui leur parviennent de la part des producteurs de données. Elles sont ensuite validées aussi en continu et elles viennent alimenter la plateforme régionale euh, une à deux fois par an suivant la possibilité des pôles de le faire. D'accord. Donc c'est épisodique, enfin voilà, c'est pas en continu. Une fois que la donnée alimente le pôle, elle vient pas directement alimenter la plateforme du SINP. Ça se fait voilà une à deux fois par an, voire un peu plus pour les pôles qui peuvent se permettre de le faire plus fréquemment. Parce que du Et coup, il y a le temps ensuite de le S, traitement. voilà, il y a le temps de formatage, d'intégration de la donnée et le temps de validation aussi. D'accord. Et puis la plateforme régionale vient alimenter au moins une fois par an la plateforme nationale du SINP. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On a une question, alors peut-être un peu technique pour Bernard. Alors, comment sont notées les zones faisant l'objet d'un INPG? Quelle échelle de notation? Est-ce que c'est toujours autour de quatre axes: intérêt patrimonial, menace anthropique, vulnérabilité effective, protection effective? Bernard, je te laisse répondre à toute ou partie de la question si tu le peux. Oui, oui. En tout cas, l'échelle de notation, c'est toujours les quatre axes, intérêt patrimonial, menace anthropique, vulnérabilité effective et protection. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et l'échelle de notation, il n'y a pas forcément de priorisation, Alors, l'échelle de notation, je sais je pas. vois pas. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, Euh, ok, d'accord, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres dans le chat à nos différents intervenants. On aura une autre série de questions. Ah, une autre qui arrive. Alors, quelles seraient vos recommandations? Ah oui, effectivement, dans le cadre des ABC, quelles seraient vos recommandations d'utilisation des données présentées dans le cadre de projets d'évaluation de l'état de la biodiversité locale, comme les atlas de la biodiversité communale? Je rappelle, les ABC, c'est un dispositif de l'Office français de la biodiversité. Alors, ce serait quoi, du coup, les recommandations d'utilisation des données pour un atlas de biodiversité communale? Je ne sais pas si Élodie ou Laurent, vous auriez une réponse à apporter à Charles Gonson du GEDEN. Laurent? Alors, c'est le fondation par rapport aux inventaires qu'on fait de la chasse biodiversité communale. Normalement, c'est
c'est assez cadré, c'est-à-dire que normalement, ces données doivent alimenter le SINP. Mhm. Donc, on fait un travail justement avec l'OFB hein, qui coordonne justement tous ces atlas de biodiversité communale, notamment avec leur plateforme dédiée, pour justement bien faire en sorte que l'ensemble des données qui sont produites dans ces programmes-là alimentent le SINP et après tous les autres programmes comme les SNIEF. Ok. Alors, là, il y avait une question Bon, complémentaire, savoir s'il fallait effectivement collecter des données complémentaires. J'imagine que la réponse est oui, mais je te laisse peut-être compléter. oui, alors les données complémentaires, c'est un sujet. Hein. En fait, on fait l'analyse notamment des besoins de connaissances hein, au niveau régional. On a des gros besoins sur certains territoires et sur certains groupes d'espèces de connaissances. On a des manques un peu partout. Donc ces des besoins d'inventaire complémentaires, ils sont simples. Et après, ça dépend de quel programme on parle. Concrètement, si on parle des SNIEF, on fait. Alors, désolé Laurent, on t'a perdu. Je pense que la connexion n'est pas très bonne pour Laurent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement, on lui repose la question et on vous répondra, vu que tout le monde s'est inscrit, on vous fera la réponse peut-être plus détaillée par mail ou par écrit pour que Laurent puisse réagir par rapport à cette question. Attends, hop, hein. Alors, est-ce que tu Excusez-moi, nous entends? Ouais, pas de souci, Laurent. Peut-être si tu peux couper ta vidéo. Ouais, c'est un peu haché, désolé. je sais plus où ça a coupé, mais oui, pour les inventaires complémentaires, en tout cas, ils sont nécessaires en effet pour les SNIEF, c'est ce que je disais. Il y a un certain nombre de SNIEF qui ont des données trop anciennes. On a des besoins en fait d'actualisation de données récentes sur les SNIEF. Et donc, on a des données qui sont relativement anciennes sur certains bordereaux. Donc, on a besoin au moins d'actualiser un certain nombre de données, de retourner sur les sites pour vérifier que les espèces y sont toujours présentes, voire trouver de nouvelles espèces en fait sur ces inventaires pour qu'on ait des bordereaux vraiment de qualité en fait, puisque c'est quand même ce que je disais un élément important dans la diffusion des informations qu'on a sur le territoire sur la biodiversité. Ok, bah écoute, merci pour ces compléments d'information. A priori, on n'a pas de nouvelles questions. Je vous propose qu'on continue du coup la présentation. Donc là, on a parlé vraiment des données qui vous sont présentées, mais finalement, on va vous présenter deux outils qui utilisent ces informations et ces données. Et on va commencer, pardon, par l'Observatoire régional de la biodiversité. Je vais laisser la parole à Violaine pour se présenter et présenter l'ORB. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Violaine Mélier, je suis à l'ARB Occitanie et je suis en charge de l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, comme l'a dit Pierre, c'est un outil qui est destiné à valoriser la connaissance sur la biodiversité et faire en sorte de faire parler toutes ces données qui sont collectées et avoir des informations. Alors, un observatoire, pourquoi faire? Eh ben, il y a plusieurs missions. La première, c'est suivre l'état de la biodiversité en région, donc à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle départementale, savoir quelles sont les tendances pour la faune, la flore et les milieux naturels. C'est pour cela apporter des informations claires, synthétiques, à destination à la fois des élus, des décideurs, mais également du citoyen, donc du grand public. Et donc, en cela, on met en place des indicateurs, je vais en revenir tout de suite après. Mais c'est également, et c'est important de le dire, un outil de suivi et d'évaluation des politiques publiques en matière de biodiversité et notamment de la stratégie régionale de la biodiversité qui est pilotée par la région pour savoir si les actions qui sont mises en place sur le territoire vont dans le bon sens et si ensemble nous sommes sur la bonne trajectoire. Est-ce qu'on arrive à faire changer un peu les choses? Donc d'où l'intérêt d'avoir des indicateurs et donc l'intérêt d'avoir des données disponibles pour être valorisées. Ce qui est important de savoir, c'est que l'observatoire ne va pas collecter des données sur le terrain, il va vraiment valoriser les données qui sont existantes et notamment auprès du SINP. Donc là, vous avez par exemple, je vais vous présenter essentiellement donc des indicateurs issus des données du SINP dans lequel il y a une analyse et une valorisation. Donc là, vous avez sous les yeux la diversité spécifique. L'idée, c'était d'avoir un peu une vue d'ensemble des espèces qui sont présentes à l'échelle de la région et faire le point sur les espèces qui sont menacées ou disparues.
et puis de connaître exactement le nombre d'espèces que nous avons. Donc, vous avez les différents groupes taxonomiques qui sont ici présentes, et vous avez également des informations qui peuvent être déclinées à l'échelle des départements, mais on ne va pas au-delà. Donc, à l'échelle de l'Occitanie, vous pouvez avoir plus de 1000 espèces de faune. Et donc là, c'est par rapport aux connaissances que nous avons actuellement, ça évolue régulièrement, que ce soit avec des nouvelles espèces ou alors des espèces qui disparaissent. Et puis côté flore vasculaire uniquement, presque 5000 espèces que nous avons en région. Maintenant, on peut avoir d'autres types d'informations, comme la répartition de ces espèces à l'échelle de la région avec des mailles 10-10, donc 10 km par 10, sur les différents groupes taxonomiques. Ça nous permet aussi de savoir quels sont les secteurs qui sont les plus prospectés, les moins prospectés, et voir éventuellement des lacunes de connaissances. Et là où il serait intéressant de renforcer la connaissance. Donc, vous avez l'exemple avec les papillons de jour et puis les libellules. Et donc, l'exercice a été fait sur les différents groupes présentés juste en amont. Par rapport à ces différents groupes, on peut également faire un point sur donc, les apparitions et les disparitions, puisque l'objectif de l'observatoire, c'est d'avoir des données d'évolution et donc de tendance, savoir comment ça évolue dans le temps. On a d'ores et déjà des informations sur des espèces qui ont déjà disparu. Vous avez ici, depuis les années 90, 8 espèces, que ce soit mammifères, oiseaux ou insectes ou reptiles, qui ont d'ores et déjà disparu du territoire d'Occitanie, en tout cas à l'état naturel, et pour lesquels on a des informations. Pour ce qui est des autres groupes taxonomiques pour lesquels on a très peu d'informations, malheureusement, c'est difficile de dire. Néanmoins, si on recule encore et qu'on peut avoir encore une information sur les espèces qui ont disparu depuis les années 1900, donc là, vous avez essentiellement des espèces d'oiseaux qui ne sont plus présentes sur les territoires. Et puis, en reculant encore, des informations sur la flore. Voilà. Ce qui est important de savoir, puisque pour protéger, il est intéressant de savoir ce qu'on a sur le territoire pour les protéger avant qu'elles disparaissent complètement. D'où l'intérêt de faire remonter les données, que ce soit compilé dans le SINP et ensuite que diverses structures, et notamment à l'échelle régionale, on puisse valoriser tout cela et alerter également les élus et le grand public. L'importance également, au-delà d'avoir des données très factuelles sur la présence d'espèces, les espèces menacées, les espèces disparues, c'est de savoir comment ça évolue au niveau des populations d'oiseaux. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des choses? Il faut savoir que c'est très difficile de pouvoir avoir des indicateurs de tendance sur des groupes d'espèces. Mais grâce aux données qui sont collectées depuis une trentaine d'années, notamment sur les rapaces, les oiseaux, mais également les rapaces, on a pu réaliser à l'aide des experts qui nous accompagnent dans le montage et l'expertise des indicateurs. On n'est jamais tout seul, on est vraiment accompagné par tous les experts. Avoir un peu un indice sur l'évolution de certains rapaces menacés et qui font l'objet d'un plan national d'action. Donc là, vous avez l'exemple de 5 rapaces qui sont présents en Occitanie et pour lesquels on a enfin, voilà, des tendances plutôt positives, et notamment pour le vautour percnoptère dont les populations sont plutôt au beau fixe, mais avec toujours une vigilance sur voilà, l'évolution des différents individus et les couples nidificateurs. Tout ça pour dire que c'est grâce aussi aux actions qui sont mises en place sur le territoire, aux moyens déployés pour animer ces plans d'action et suivre ces espèces, et puis aux actions déployées aussi pour faire en sorte qu'elles ne déclinent pas, qu'on peut avoir un indicateur voilà, sur les rapaces menacées qui montre plutôt une tendance positive. J'ai également un indicateur sur les rapaces communs. Je ne vous le présente pas ici, mais pour vous dire que la tendance n'est pas du tout la même et plutôt à l'inverse, en déclin pour un certain nombre de rapaces communs.
Un autre exemple que je peux vous présenter sur les indicateurs qu'on réalise au sein de l'Observatoire, c'est également donc, des indicateurs d'état sur la faune et la flore, mais également des indicateurs de pression. Et là, vous avez l'exemple sur les espèces exotiques menacées. Nous avons élaboré 2 indicateurs à la fois sur la faune et sur la flore. Ici, vous avez l'exemple sur la faune avec la répartition des espèces exotiques envahissantes à l'échelle de la région, donc à la MI 10-10, qui vous permet de savoir quels sont les secteurs qui sont les plus concernés par la présence d'espèces exotiques envahissantes. On connaît bien les grandes agglomérations, Toulouse, le bord du littoral également, où nous avons entre 16 et 29 espèces qui sont détectées et présentes, qui montrent bien que ces milieux ont été perturbés et qui facilitent entre autres l'introduction et la colonisation de ces espèces. Vous avez également le graphe à côté qui montre l'évolution de l'introduction de ces espèces exotiques envahissantes faune au cours du temps, grâce au travail qui a été réalisé dans le cadre de la stratégie régionale des espèces exotiques envahissantes, donc qui est animée par le CEN Occitanie, qui nous permet un peu de savoir comment ça évolue dans le temps par rapport au retour en tout cas que nous avons et la connaissance actuelle, encore une fois. Et puis on peut voir que depuis les années 80-89, jusqu'à aujourd'hui, le nombre d'introductions a été multiplié par 3, ce qui montre qu'il y a une vigilance particulière à avoir au sein du territoire régional sur ces espèces, d'où l'intérêt d'avoir une stratégie régionale pour faire en sorte de limiter, si c'est possible, leur introduction et faire en sorte d'agir dès que c'est possible sur le territoire. Enfin, donc voilà, vous pouvez retrouver tous les indicateurs de l'Observatoire sur le site de l'ARB. Je vous ai présenté que quelques exemples qui sont vraiment en lien avec les données du SINP et comment on peut les valoriser. Mais vous avez 34 indicateurs qui sont présents, à la fois des indicateurs d'état, de pression, donc les principales menaces qui sont identifiées sur la biodiversité, et également donc des solutions, en tout cas des initiatives qui sont mises en place à l'échelle du territoire pour favoriser et faire en sorte d'améliorer la biodiversité en région. Je vous remercie. Merci Violaine. Du coup, on a 2 questions, mais on va attendre la présentation de Johanna pour pouvoir y répondre. Du coup, Johanna, je te propose de te présenter, ainsi que le projet Bioccitanie, et je crois qu'après on passera à la vidéo de présentation. À toi, Ouais. Johanna. Bonjour à tous, du coup, Johanna Bonnefoy, je suis chef de projet SIG à la région Occitanie sur les sujets d'environnement. Et donc sur Bioccitanie, on travaille principalement en binôme avec Sébastien Guibert, mon collègue qui est chargé de mission biodiversité et qui n'est pas là actuellement. Et on peut du coup Alors, passer à la vidéo de présentation de Bioccitanie et je compléterai ensuite. ouais. Alors, si ça se lance, normalement. Alors attendez, j'ai une petite manip à faire. Ça devrait être bon. L'Occitanie, c'est 45% du territoire régional reconnu comme espace d'intérêt écologique, plus de 18% du territoire classé en Natura 2000 et 215 espèces bénéficiant d'un statut de protection. Pour garantir la biodiversité de demain et pour accompagner un développement respectueux du patrimoine naturel exceptionnel, la région Occitanie lance bioccitanie.laregion.fr. Le premier outil numérique cartographique d'aide à la décision sur la biodiversité pour tous les acteurs de l'aménagement, élus, décideurs et porteurs de projets. La plateforme bioccitanie.laregion.fr permet d'identifier les enjeux de biodiversité et des inventaires écologiques en amont des projets d'aménagement et vous permet de simuler vos projets, de comparer les scénarios et d'identifier les enjeux pour préserver la biodiversité. Évaluez la faisabilité de votre projet en quelques clics. Connectez-vous avec vos identifiants et laissez-vous guider. Étape 1, créez un scénario. Rentrez le secteur qui vous intéresse dans la barre de recherche. Déterminez le fond de carte de votre choix. Vos données sont conservées d'une session à l'autre. Étape 2, délimitez l'espace qui vous intéresse. Vous pouvez choisir d'importer une emprise existante ou d'en dessiner une directement sur la carte. Une fois votre emprise dessinée, vous pouvez lancer l'analyse.
Étape 3, découvrez le résultat. Vous aurez accès aux enjeux de l'emprise sélectionnée. Des enjeux sur l'espace. S'il s'agit d'un espace protégé, s'il existe d'éventuelles intersections avec des voies ou espaces à intérêt écologique, comme des voies vertes, des zones naturelles, etc. Des enjeux sur les espèces à enjeu, les espèces exotiques envahissantes et les autres espèces inventoriées. Bioxytanie permet ainsi d'informer les utilisateurs sur l'emprise qui les intéresse en leur donnant accès à des informations précises issues de l'inventaire national du patrimoine naturel. Vous pouvez télécharger la page pour la conserver. Étape 4, créer plusieurs scénarios. Pour un même projet, vous pouvez évaluer les enjeux de plusieurs emprises en créant différents scénarios. Cliquez sur le plus pour créer un scénario. Dessinez alors une nouvelle emprise et lancez l'analyse. Les différents scénarios s'affichent à droite de l'écran et vous pouvez accéder rapidement aux analyses de chaque scénario. Étape 5, comparez vos scénarios. Sur la partie droite de l'écran, vous pouvez sélectionner et comparer jusqu'à 6 scénarios. La comparaison permet de visualiser facilement les différents enjeux de vos scénarios. La plateforme bioxytanie.laregion.fr est une solution sur mesure face à l'enjeu de préservation de la biodiversité dans l'aménagement de notre territoire. Un outil innovant, une plateforme facile d'utilisation, un support multi-acteurs, une solution d'analyse précise. Rendez-vous sur bioxytanie.laregion.fr. Alors voilà pour la présentation succincte de l'outil avec cette vidéo. Je vais revenir à la présentation. Hop. Sur Amazon, des offres électrisantes. Ça fait déjà partie de la présentation. Forcément, ça devait arriver. Alors, hop, Ouais. normalement, on est bon. À toi, Johanna. Ok, merci. Donc là, l'idée, c'est plus de compléter un petit peu ce que vous avez déjà vu, puisque je pense que la vidéo parle pas mal d'elle-même, mais pour un historique rapide, Bioxytanie est donc né d'un PIA que la région a gagné en 2018, puisqu'on cherchait à faire un outil qui puisse centraliser au maximum les données sur la biodiversité, qui puisse rendre l'information facilement accessible et intelligible, même pour des non-initiés. Et puis qu'on crée un outil qui puisse un petit peu informer les porteurs de projets et intégrer un peu mieux les enjeux de biodiversité dans l'aménagement. Et donc, on a fait appel à un groupement de prestataires, Keléo Solutions, Teroico et Sogify SIG, qui nous ont permis en février 2022 de lancer Bioxytanie. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que l'outil est en ligne. Au niveau des cibles, alors nous, nos cibles, c'est principalement les élus et décideurs, les acteurs de l'aménagement et les acteurs de la biodiversité. Ce qu'on voit dans la réalité, quand on analyse un petit peu les cibles de l'outil, c'est quand même beaucoup des gens beaucoup des structures qui sont investies dans la biodiversité ou dans l'aménagement, des associations, un peu moins d'élus et décideurs, puisqu'évidemment, voilà, les analyses se font plutôt par des services techniques. Pour ce qui est des objectifs de la plateforme, c'est donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, d'aider les porteurs à mieux prendre en compte la biodiversité dans leurs projets en pouvant, en comparant différents scénarios et en cherchant toujours à prioriser les secteurs ayant le moins d'impact possible sur la biodiversité pour aménager. Bien évidemment, comme on le redit à chaque fois, l'outil ne se substitue pas du tout aux études environnementales. C'est plutôt un outil qui se situe bien en amont au début d'un projet et qui cherche plutôt à prioriser des zones sur lesquelles ensuite approfondir les analyses. On vous a mis quelques cas d'usage qui peuvent peut-être un peu plus vous parler. Alors, là, mon collègue vous en dirait mieux, mais on a identifié quatre exemples d'usage. Donc, par exemple, voilà, je suis instructrice ou instructeur DEP à l'Adréal. Je m'assure que je souhaite m'assurer que le porteur de projet a bien respecté la séquence ERC et principalement l'évitement. Et donc, Bioxytanie ici peut aider à comparer les scénarios et m'en assurer rapidement. Bon, je vais peut-être pas tous les faire parce que j'ai peur de pas avoir le temps, mais un deuxième
Un deuxième exemple, ça pourrait être, je suis chargée de mission dans un PNR et puis j'utilise Bioxytanie pour identifier les premiers enjeux sur une zone définie et accompagner mes collègues ou partenaires dans la prise de décision pour un projet en particulier. Vas-y, je pense que vous aurez accès au support ensuite si vous voulez avoir d'autres idées de cas d'usage. Au niveau des données, j'ai déjà vu une question passer, c'est toujours un petit peu la question centrale. On a deux grands types de données, les données espace et les données espèces. Au niveau des données espace, on récupère les données des espaces protégés qui sont disponibles sur l'INPN. Donc depuis peu, on se connecte, vous ne le voyez pas d'ailleurs encore en production parce que ça va pas tarder à arriver sur la plateforme, mais on se connecte maintenant directement au flux de l'INPN. Et on utilise en plus les données des deux SRCE Occitanie pour les données de trame vertébreux. Voilà, là, je ne vous cache pas que ça pose encore un petit peu des problèmes et on essaye de travailler à améliorer un petit peu l'utilisation de ces TVB dans Bioccitanie. Au niveau des données espèces, on se base principalement sur les données d'observation du SINP. On récupère donc, on demande en fait au co-administrateur de nous faire une extraction. On n'arrive pas, on n'arrive pas, du moins on n'a pas encore pu mettre en œuvre une connexion directe en flux. Une grande ambition pour nous. On espère que ça viendra dans les mois ou années à venir pour pouvoir se connecter directement au SINP et donc avoir des données les plus fraîches possibles. Au niveau des données espèces, que je peux vous rajouter qui ne se voit peut-être pas ici, c'est qu'on croise quand même ces données avec des données d'enjeu. Alors pour la flore, on utilise la BDC statut et pour la faune, on utilise la grille des enjeux faune de l'Adréal. Voilà, il y a plusieurs sources, mais aujourd'hui, Bioxtanie est conçu de telle manière qu'on utilise principalement ces données-là pour pouvoir croiser ces données brutes, je dirais, avec des données d'enjeu et donc ressortir des indicateurs voilà, d'enjeu, de préservation des espaces et des espèces. Euh, Ce que je peux vous dire au niveau du bilan, alors nous, on travaille un peu en évolution continue, donc on a toujours des retours et on essaie toujours de collecter au maximum les suggestions d'amélioration. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a globalement des retours positifs et on a quand même des personnes qui sont assez actives sur voilà, les propositions d'amélioration de Bioxytanie. Nous, on essaie toujours de prendre en compte et de faire un lot d'évolution par an, mais ce n'est pas toujours possible de tout mettre en œuvre, hein. C'est du développement spécifique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça demande quand même d'avoir une très bonne maîtrise de l'outil pour mettre en œuvre les évolutions à chaque fois. Et on a en moyenne 10, je dirais que maintenant on est plus à 15 visites par jour. On a fait un petit travail d'accentuation de la communication qu'on essaie toujours d'améliorer et ça commence à porter ses fruits. Notamment via le webinaire qu'on fait aujourd'hui où voilà, on essaye un maximum de présenter l'outil et de le faire connaître. Et on voit que ça commence à jouer aussi sur les visites. Donc sur l'utilisation de l'outil et donc sur la prise en compte de la biodive dans les projets, on l'espère. Voilà, je ne sais pas si j'ai terminé. Ouais, bon, c'est un petit slogan, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter l'outil, à aller jouer un petit peu avec, à l'utiliser le mieux possible dans les projets. Nous, on conseille toujours, quand vous nous faites voilà, quand on a des avis à rendre ou quoi, on est quand même assez sensible au fait qu'il y ait des captures d'écran de Bioxytanie dans les dossiers, puisque ça nous permet aussi de voir que finalement, il y a eu un travail très en amont une réflexion en tout cas sur la prise en compte de la biodiversité dans les projets. Donc voilà, et puis nous, on reste toujours disponible pour vos questions et puis pour des suggestions d'évolution aussi. Merci beaucoup, Johanna, pour cette présentation de ce très bel outil qu'on vous incite à utiliser, bien évidemment. Vous l'avez compris. Du coup, on va passer aux questions. Au niveau horaire, on est plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, que ce soit sur pour l'ensemble des intervenants, hein, pas que sur ces deux interventions. Peut-être commencer des questions là concernant l'ORB. Alors, on avait Benjamin Volo qui nous pose la question, donc je pense plutôt pour toi, Violaine. Comment élaborer de nouveaux indices de tendance sur d'autres groupes? Alors, c'est vrai que les indicateurs de tendance, en tout cas, les indices présentés, c'est sur les oiseaux. On a réalisé aussi un indicateur sur les poissons migrateurs, les aloses, en lien avec MRM et Migado.
Le problème, c'est de disposer de données protocolées à l'échelle de la région pour être en capacité de monter de tels indices et avoir des données suffisamment robustes et représentatives à l'échelle de la région. Et on se rend compte qu'on est assez limité en région. Donc voilà, il y a des pistes pour creuser d'autres possibilités grâce aux données opportunistes, en lien avec les avancées de la recherche, pour savoir s'il y a possibilité de faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on souhaite creuser. Bon, pour le moment, on n'a pas encore d'avancées concrètes, mais en tout cas, on réfléchit à avoir d'autres choses sur d'autres groupes taxonomiques. Et l'idée aussi, pourquoi pas, grâce à la stratégie d'amélioration de la connaissance, ben voilà, à faire en sorte que certains groupes soient davantage euh, étudiés, inventoriés, suivis dans le temps pour ensuite être en capacité de monter des indicateurs. Ok, merci Violaine. On a alors plusieurs questions de Charles Gonson. Alors peut-être la première, est-ce qu'il existe déjà un indicateur ORB qui vise à évaluer les effets des aires protégées sur la biodiversité? Une comparaison en fait entre ce qui est dans une réserve et hors réserve. Est-ce qu'il y a un indicateur aujourd'hui qui existe sur le sujet? Actuellement, on n'en a pas. Il n'y a rien qui a été mis à disposition. Et là encore, ça rejoint la question des suivis protocolés. Il faut avoir suffisamment d'échantillonnage, que le plan d'échantillonnage soit suffisamment important dans et hors des aires protégées pour être en capacité de faire vraiment cette comparaison et d'être en capacité aussi de dire si effectivement il y a un rôle, un effet, une efficacité des aires protégées. Ça fait partie des questions qui sont prises en compte dans la stratégie aires protégées, notamment dans le plan d'action aires protégées. Voilà, pour l'instant, rien n'est fait, mais effectivement, c'est une des questions pour laquelle on se pose et on souhaite réfléchir. Ok, merci. Et du coup, une question d'ordre plus général, toujours de Charles Gonson. En fait, finalement, comment ils sont sélectionnés, ces indicateurs? Est-ce qu'ils sont évalués au regard de leur qualité intrinsèque et statistique? Comment, en fait, on choisit les indicateurs de l'ORB? Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail pendant la présentation, mais effectivement, il y a vraiment un travail préalable de questionnement, savoir qu'est-ce qu'on veut exactement avoir, à quoi on veut répondre. Donc, ça commence par des questions évaluatives, et par ces questions évaluatives, on va identifier les indicateurs qui sont les plus à même de pouvoir répondre en partie. Généralement, c'est en partie et pas totalement, parce qu'il y a peu d'indicateurs qui peuvent répondre totalement, mais ça peut exister. Savoir voilà, quels sont les indicateurs les plus appropriés et leur qualité. Ben, derrière, on va regarder si les données qui sont à disposition, ben, notamment par exemple dans le SINP, sont suffisantes ou pas pour pouvoir répondre à cette question. Et se pose ensuite la question des données statistiques, en fait, la robustesse statistique. Donc, dans le cadre de l'indice sur les rapaces menacées que vous avez été présenté, évidemment, derrière, il y a une notion de données significatives et de résultats significatifs pour savoir si ça veut dire quelque chose et si l'indicateur peut être suffisamment robuste pour en dégager des tendances. Moi, du coup, j'avais une petite question en plus. C'est à peu près combien on a aujourd'hui d'indicateurs, tu l'as peut-être présenté, mais qui sont présentés sur le site internet de l'ARB dans le cadre de l'ORB? On est à peu On près. a 34 qui sont en ligne et puis prochainement, d'ici la fin de l'année, il y en a au moins 3 ou 4 qui vont sortir. Ce sera essentiellement sur les oiseaux D'accord. également. Voilà. Donc, le Et on petit teasing, c'est les lance- oiseaux et quoi d'autre? Oui, il devrait y avoir aussi tout ce qui est mise à jour de la pollution lumineuse. Ok. Et puis voilà, donc ça sort de manière régulière. Il y en aura aussi en début d'année prochaine. Donc n'hésitez pas à Ok. aller voir directement sur le site ou alors de m'envoyer un mail pour être au courant des actualités, dont des indicateurs qui sortent. Merci Violaine. Du coup, on va passer aux questions par rapport à Bioxytanie. Alors forcément, on fait le lien avec les présentations d'avant. Il y a Thierry Pellissier qui nous demande si les données de l'INPG sont intégrées à la plateforme Bioxytanie. Alors non, on n'a pas vraiment de données actuellement qui sont associées à de la géologie. Je pense que ça pourrait effectivement peut-être être une, une possibilité d'amélioration si tant est toujours qu'on identifie bien comment intégrer ça et avec quel enjeu. C'est-à-dire Bioxytanie, on peut très très vite en faire une usine à gaz si on oublie quel est l'enjeu principal, c'est-à-dire identifier les scénarios d'aménagement et comparer les scénarios entre eux
pour viser la zone de moindre impact. Donc voilà, ça peut être une ambition, mais il faut la réfléchir. Ok, effectivement, parce que du coup, Bioxytanie, donc on a compris, hein, c'est pour qualifier des enjeux quand même plutôt biodiversité. Mm, Et ce que nous disait Bernard tout à l'heure, c'est que du coup, les données de l'INPG, on peut les retrouver de mémoire sur Picto-Occitanie mm, mm. aussi et sur Géoportail. Alors, il y a Laurent Bourgoin qui nous pose la question de savoir concernant les projets qui sont dans Bioxytanie, les espèces renseignées, pardon, est-ce qu'elles sont uniquement liées à la donnée présente dans l'emprise qui est dessinée ou à une échelle qui est un peu plus large? Alors, on prend dans l'emprise du projet et on prend dans une zone tampon qui est de 5 km, si je dis pas de bêtises. J'étais en train de vérifier parce que j'avais quand même un petit trou là. Mais voilà, on a effectivement plus de kilomètres, la zone tampon, pardon. On a une zone tampon autour de l'emprise exacte qu'on a dessinée ou qu'on a importée et qui avait été choisie à l'époque à dire d'experts. Euh, on s'est déjà posé la question de modifier cette zone tampon, mais pour l'instant, effectivement, c'est celle qui est présente sur l'outil. Donc, on a les espèces qui sont dans la zone en jeu, les espèces dans une zone tampon de 2 km autour de l'emprise. Et tous Mm. ces résultats, je crois que quand on fait en plus un projet, hein, on voit bien celles qui sont situées La dans différence entre les deux. le site et dans la zone tampon. Mm. Une autre question par rapport au SRCE. Alors, c'est peut-être un petit souci d'incompréhension. Est-ce que les cartes des SRCE elles sont reprises dans Bioxytanie ou pas? Alors oui, quand vous êtes en partie analyse, vous avez une petite visualiseuse en haut de votre page et dans cette visualiseuse, en bas à gauche, vous avez un petit icône dans lequel vous pouvez afficher un peu mieux les milieux naturels. Alors, Bioxyanie n'est pas faite pour consulter des couches des couches de milieux naturels. Hein. C'est pas son ambition première. Donc là, on vous indique ces couches-là pour que vous puissiez voir un petit peu mieux sur quel milieu vous vous situez. Donc, vous pouvez effectivement le consulter. On est en train de travailler actuellement, là, ça va apparaître bientôt, à une amélioration de la lisibilité de ces couches-là, parce qu'une fois qu'elles sont toutes superposées, vous ne voyez plus grand-chose. Donc voilà, vous pouvez effectivement, dans la petite visualiseuse, voir un petit peu mieux les données, euh, mais, euh, mais ça reste vraiment de la consultation très générale, quoi. Ok, merci. Alors, une dernière question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, à savoir, est-ce que Bioxytanie est articulée avec la ZAN, donc la politique, j'imagine, zéro artificialisation nette? Est-ce que tu aurais une réponse par rapport à ça? J'ai une réponse, mais alors, la réponse simple, c'est non. Ensuite, ça peut peut-être permettre de vous faire une toute petite transition sur le projet qu'on est en train de créer actuellement, qui est PEP Bioxia. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler ou en tout cas vu passer à la liste de diffusion. On est en train de réfléchir à comment un petit peu mieux bah voilà, articuler ces histoires d'artificialisation avec la protection de la biodiversité. Mais on se rend aussi vite compte, en fait, quand on rentre dans des sujets comme ça, que les échelles d'identification et bah voilà, l'identification des zones artificialisées et l'identification des milieux naturels ne répondent pas du tout aux mêmes critères techniques. Donc, voilà, peut-être que le projet PEP-Bioxia pourra permettre d'aller un peu plus profondément dans l'identification peut-être de la biodiversité en zone urbaine ou de certaines tâches euh, en zone urbaine, mais ça reste encore un sujet qui est, je pense, difficile et on ne peut pas y répondre comme ça. Il va nous falloir plus d'infos techniques et pour l'instant, c'est pas parfaitement gagné. Donc, pour demain, Pour demain. vous gardez ça en tête On parle demain. pour développer. Donc, c'est PEP Bioxia, c'est ça le prochain Ouais, projet. Donc, ça, on pourra vous le l'initiative. présenter, j'imagine, dans le cadre d'un autre webinaire. Donc, Ouais. c'est un vaste sujet d'étude, un projet là qui se lance pour une durée de 3 ans Ouais, sur la planification ville rhône. écologique pour la préservation de la biodiversité d'Occitanie par l'usage de l'IA. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on va travailler sur une cartographie des milieux naturels dans laquelle il y aura effectivement les postes urbains. Mais comme je vous disais, ça ne répond pas aux mêmes critères techniques. Donc, on ira, par exemple, normalement pas plus loin que le CSGE sur sur la précision de l'identification des postes urbains. Donc, Donc, ce qui veut dire que, du coup, Bioxytanie, on ne répond pas forcément à l'objectif ZAN avec cet outil, mais par contre, c'est très complémentaire puisqu'on a des données sur la biodiversité qui sont complémentaires des données sur l'artificialisation oui. des sols. Oui, oui, tout en ayant quand même pour moi, cette petite réserve qu'en en zone urbaine, voilà,
il faut quand même des précisions et des outils de fine précision technique pour pouvoir identifier des enjeux biodives, je pense. Alors, on a une question qui vient de nous arriver de Philippe Manella pour savoir s'il fallait obligatoirement proposer un projet qui soit délimité pour avoir une info d'enjeu sur les espèces ou les trames vertes et bleues sensibles sur Alors, l'Occitanie. oui et non, parce que vous pouvez, soit vous pouvez importer votre fichier SIG, et dans ce cas-là, voilà, vous avez une emprise déjà importée, mais vous pouvez aussi dessiner un carré, hein. Vous pouvez dessiner un carré dans Bioxitanie et ça vous ressortira ce qu'il y a dans le carré. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez avoir une emprise précise, ou vous pouvez vous-même décider d'avoir de dessiner une emprise plus générale, quoi, enfin moins précise autour de votre zone à identifier, quoi. Ce qui veut dire que du coup, on peut même imaginer d'utiliser cet outil pour, dans le cadre d'un PLU, un document de planification, ce genre de choses, pas forcément que des projets d'aménagement, c'est quand même plutôt recommandé sur les projets d'aménagement. Alors, c'est quand même plutôt recommandé sur les projets d'aménagement pour la bonne et simple raison qu'on a quand même des soucis de taille des emprises dans Bioxtanie. C'est-à-dire que si vous rentrez l'emprise d'une commune entière, il y a de fortes chances que l'outil plante. On est en train de travailler sur ce sujet-là, mais voilà, le projet n'est pas fait aujourd'hui pour avoir des emprises de la taille d'une commune, par exemple, quoi. Donc, oui, pour des raisons techniques, j'imagine que ça Mm. nécessite du temps pour que la Oui. machine traite C'est toutes les ça, oui. informations. Les calculs prennent du temps. On a optimisé une partie des calculs, mais c'est pas encore parfait. Ok. Eh ben, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Je vois qu'on a plus de questions. Si jamais il y en a une qui arrive quand même avant la fin, là, il nous reste 9 minutes avant la fin, n'hésitez pas à la poser. Mais autrement, déjà, moi, je peux remercier l'ensemble des intervenants à la fois pour toutes les informations qui ont été très appréciées, semble-t-il, vu qu'on a répondu à toutes les questions, qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et derrière, en plus, on a tenu les temps, donc c'est parfait. Vous prévenir quand même d'une info, la petite info en plus par rapport à ce webinaire, c'est l'existence de l'enquête BioDivUp. Alors, je ne sais pas si cette information est parvenue jusqu'à vous, mais c'est une enquête qui est destinée à l'ensemble des communes d'Occitanie, ou qui est menée par l'ARB Occitanie, où on les interroge sur 10 actions qu'elles mettraient ou ne mettraient pas encore en place, ou qu'elles souhaiteraient mettre en place. Et ça nous permet de valoriser tout simplement toutes les communes qui mettent des actions simples en place sur la biodiversité sur leur territoire. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos élus, à vos contacts qui connaissent des élus pour remplir cette enquête, puisque la date de résultat, c'est jusqu'au 20 novembre que le questionnaire sera en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la pub de cette enquête régionale, donc BioDivUp. Autre sujet, et du coup, pour se retrouver pour les prochains webinaires, donc notez bien dans vos agendas, on a un prochain webinaire le lundi 18 novembre de 14h à 15h30 pour vous présenter ou représenter, pour ceux qui le connaissent déjà, le guide et l'outil Planton Local. Donc là, on va parler voilà, de plantation, de flore, et surtout des nouveaux outils qui vont vous être offerts du coup à la mi-novembre. Donc à la fois un site, pardon, une recherche possible directement sur le site internet et des fascicules techniques sur des éléments bâtis. On vous présentera tout ça le 18 novembre de 14h à 15h30. Et en lien avec ce webinaire, pardon, excusez-moi, un autre le 20 janvier, donc de 14h à 15h30, où là, on vous donnera de l'information pour savoir comment vous pouvez verser vos données naturalistes pour qu'elles puissent enrichir notamment le SINP. Désolé pour cette voix enrouée pour cette fin de webinaire. Je vous remercie toutes et tous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver donc sur notre chaîne YouTube, et toutes les présentations vous seront envoyées ensuite par mail, étant donné que vous êtes tous inscrits pour suivre ce webinaire aujourd'hui. Bonne fin de journée à toutes et tous, et puis surtout à très bientôt le 18 novembre ou le 20 janvier prochain. Merci, au revoir.